Fondation Dufresne et Gauthier a pour mission de venir en aide aux enfants qui vivent dans des milieux, dirons-nous, plus à risque, dans des familles plus vulnérables. On veut aider les enfants du Québec et de la Mongolie euh, à atteindre leur plein épanouissement. Pourquoi la Mongolie? C'est souvent la question qui vient tout de suite après. Parce que moi et mon conjoint, Daniel Gauthier, de l'époque, nous avons adopté deux enfants, deux filles qui viennent de la Mongolie. Alors, on s'est dit que par gratitude envers ce pays-là, on allait aider les enfants qu'on ne pouvait pas adopter, euh, ceux qui restaient là-bas, à donc avoir peut-être une vie un peu meilleure. Le moyen qu'on a pris pour aider ces enfants-là, c'est celui d'aider les organismes communautaires déjà bien implantés dans les milieux qu'on soutient, de sorte qu'ils connaissent très, très bien la clientèle avec laquelle ils font affaire, ils connaissent les familles et on a choisi ça plutôt que de développer nos propres programmes. On se dit, dans les milieux, il y a déjà des gens qui sont très bien habilités à pouvoir aider les jeunes, les familles. Ce sont souvent des gens qui ont du mal aussi à trouver du financement pour financer leurs activités. Alors, on a choisi de les appuyer via leurs organisations plutôt que de créer des programmes en parallèle. La Mongolie faisait partie du grand, comment ça s'appelait, la République soviétique, qui comptait je ne sais pas combien de nations, mais donc ils étaient sous l'égide de la Grande Russie ou de la Grande République soviétique et ils ont été les premiers ou parmi les premiers à en sortir au début des années 90. Maintenant, pour élire un gouvernement démocratique, mais un gouvernement qui avait vécu presque 70 ans sous le régime soviétique était, je ne veux pas dire naïf, là, mais avait quand même beaucoup de- de croûte à manger et d'enseignements à comprendre pour pouvoir diriger ce pays-là. Alors, depuis le début des années 90, il y a comme une alternance entre un gouvernement démocratique beaucoup plus libéral et un retour au pouvoir d'un gouvernement plus communiste, parce que quand on vote pour les communistes, on espère pouvoir revenir au bon vieux temps où l'État prenait en charge la plupart de toutes les politiques sociales. Et alors, c'est comme une alternance entre deux réalités qui ne sont plus de toute façon équivalentes à ce qui existait au début des années 90. Donc, c'est un pays où les inégalités sont grandes. C'est un pays où quand on est pauvre, on est très, très pauvre. Puis quand on est riche, on peut être très, très riche. Mais c'est un pays aussi qui vit une forme voyons, d'industrialisation. Euh, la première fois que je suis allée dans ce pays en 1996, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Il y avait encore des gens qui se promenaient à cheval dans la capitale. Aujourd'hui, c'est un enfer de voitures dans une ville qui n'a pas les infrastructures adéquates pour accueillir autant de voitures. Euh, donc, les déplacements sont difficiles, le transport en commun est vaille que vaille et les problèmes sociaux, me semble-t-il, vont en augmentant parce que l'appétit pour la consommation s'est développé aussi au fur et à mesure que le pays avançait dans une économie, disons, plus libérale. Quand je dis pauvre, là, juste pour donner une idée, dans les quartiers où on intervient, on appelle ça des guerres districts. C'est les gens vivent sous la tente.
comme les nomades jadis. Il y a pas de... Il peut y avoir de l'électricité, mais il n'y a pas d'eau courante. Dans ces quartiers-là, il y a des puits où les gens peuvent aller chercher de l'eau, mais il faut qu'ils amènent l'eau jusqu'à leur tente. Euh, le chauffage dans la ville est produit par trois énormes centrales au charbon. Alors en hiver, ça fournit l'énergie, l'électricité, mais aussi le chauffage. Et, alors en hiver, l'air est irrespirable dans la capitale. Il y a vraiment un très haut degré de pollution atmosphérique. Alors, ça donne un peu une idée des quartiers dans lesquels on intervient à Ulaanbaatar, la capitale. Ce que je pourrais ajouter aussi, c'est que les infrastructures sociales, par exemple les écoles, ne sont pas assez nombreuses. Alors, les quartiers sont surpeuplés, surtout les quartiers dont je parle, les guerres districts. Alors, les enfants vont à l'école sur des shifts, le matin, l'après-midi ou le soir, selon le groupe d'âge, selon des critères que je ne connais pas précisément, là, mais alors ça rend difficile la possibilité d'avoir une vie euh, où on est, je dirais, au sein d'un horaire qui permet une vie familiale, qui permet un suivi de où sont les enfants, qu'est-ce qu'ils font, à quelle heure, et voilà. Je peux peut-être donner une perspective historique. Quand on a commencé à envoyer des sous en Mongolie pour aider les enfants, on l'a fait via une organisation qui s'appelait Save the Children. Save the Children, c'est une grande ONG internationale là, qui a été mise sur pied en Angleterre, mais qui a des antennes un peu partout dans le monde. Et il y avait donc une antenne en Mongolie. Et au début, on donnait les sous directement à Save the Children, qui, lui, avait un bureau sur place et administrait les programmes qu'on s'entendait à soutenir pour nous. Mais après quelques années, je dirais environ il y a 10 ans de ça, Save the Children a décidé de concentrer ses énergies à faire du plaidoyer et à ne plus mener de programme comme tel en Mongolie. Alors là, on était un petit peu embêtés, puis on s'est dit, bon, mais si on trouve une autre ONG sur place pour faire le travail qu'on voudrait qu'il soit fait, on risque d'arriver au même résultat quelques années plus tard. Enfin, on ne sera pas maître de la situation. Alors, on a plutôt choisi d'engager une ancienne travailleuse de Save the Children à qui on a demandé de diriger l'antenne de notre fondation en Mongolie. Et cette travailleuse, cette coordonnatrice de nos programmes, elle connaissait déjà plusieurs des programmes qu'on soutenait déjà, alors elle les a repris au compte de la Fondation du Fresnay-Gauthier. Puis elle est en constante recherche pour trouver d'autres organismes qui viennent en aide, comme je disais, aux enfants, aux familles qui vivent des situations généralement plus euh, à risque. Les risques là-bas, c'est le trafic humain, c'est de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a les gens, quand ils vivent sous la tente, souvent ils sont des grosses familles et tout. Alors il y a des enjeux aussi de, d'abus sexuels, mais d'abus physiques de toutes sortes. Alors, puis souvent, ben, les enfants qui vivent dans des milieux plus vulnérables, c'est parce que les parents étaient aussi plus vulnérables avec une moins bonne éducation et tout. Alors, on essaie, pour aider ces enfants-là aussi, d'offrir quelques services aux parents pour les aider à devenir de meilleurs parents. Alors, c'est ça un peu qui est notre approche.
de façon très large. Le rythme qu'on a développé avec Doulma, qui est notre coordonnatrice là-bas, c'est qu'une année sur deux, elle vient au Québec. On visite avec elle des organisations qu'on soutient au Québec pour qu'elle comprenne mieux la philosophie dans laquelle nous travaillons. Puis de ça, elle retient des bonnes pratiques aussi. Et l'année suivante, c'est plutôt moi ou notre directrice qui sera en Mongolie et fait la tournée des organisations que nous soutenons là-bas avec l'aide de Doulma. Cette alternance permet de garder donc un contact physique là, important avec Doulma, en plus des entretiens par Zoom qu'on fait régulièrement. Bon, maintenant, avec la pandémie, les frontières ont été fermées, alors on n'est pas allé depuis 3 ans en Mongolie et Doulma n'est pas venu non plus. Euh, Là, on envisage un prochain voyage, mais dans l'intervalle, on s'était questionné comment on pouvait mieux l'appuyer et on a résolu de créer, avec son consentement et son aide, on l'appelait au début Mongolian Steering Committee, un comité de pilotage, si on veut, en Mongolie de nos organisations. Il s'appelle maintenant le comité des programmes en Mongolie, mais il est composé de 3 personnes qui sont de l'extérieur. Une travaille à la Banque mondiale, une autre travaille au ministère de l'Éducation en Mongolie, puis une autre est travailleuse sociale. Et ces personnes-là se réunissent quelques fois par année avec Doulma et l'aident à mieux orienter ses actions, à mieux réfléchir. Euh, et ça lui fait des intervenants qui ont, je dirais, une expérience au niveau international, au niveau local, mais qui enrichissent sa propre expérience et qui peuvent l'aider à prendre des décisions plus éclairées. Et ce qu'on a résolu de faire, c'est que nous, on décide même plus. Nous, on envoie l'argent qu'ils nous disent d'envoyer. Ce sont vraiment elles qui prennent, ce sont toutes des femmes, ce sont vraiment elles qui prennent les décisions qui leur apparaissent les meilleures par rapport aux organisations qu'on soutient déjà ou à d'autres organisations qui pourraient s'ajouter à notre portfolio. Alors, le genre d'organisation qu'on aide là-bas, il y en a de toutes sortes. Il y a des centres de loisirs pour les enfants, des centres où ils vont faire leurs devoirs, puis ils peuvent en même temps pratiquer quelques disciplines artistiques, musicales, sportives. Il y a des centres où on essaie d'offrir des alternatives à des adolescentes à risque d'être recrutées pour de la prostitution. On travaille avec des associations de parents qui ont des enfants handicapés. C'est une association qui permet la formation entre pères PAIR, là, donc des parents forment d'autres parents pour mieux s'occuper de leurs enfants handicapés, mieux connaître leurs droits et faire les représentations nécessaires parfois au niveau des administrations municipales pour un certain nombre de choses qui peuvent être facilitées, que ce soit l'inscription d'un enfant à l'école ou certains services que le quartier peut offrir. Euh, on envoie des enfants dans des camps d'été, l'été, parce que c'est important d'avoir ce contact-là avec la nature et ça permet de nouveaux apprentissages pour les enfants. Euh, alors, c'est ça, en gros, hein. Il y a une espèce de petit club 4H aussi, là. Ça s'appelle pas comme ça, là, mais je trouve l'équivalent qu'on avait ici, jadis au Québec, là. C'est une association dont les activités sont axées sur l'écologie. Alors, pour permettre, il apprennent aux enfants à planter des arbres, à cultiver des légumes,
Alors, ça a des retombées positives, on pense, aussi pour développer une certaine autonomie dans les familles par la suite. L'exemple qui me vient en tête, en fait, je veux faire juste le comparatif avec le Québec. Ici, on a la chance d'avoir un réseau communautaire très développé, peut-être parfois sous-financé, mais quand même très bien développé, ce qui n'est pas le cas en Mongolie. Euh, les quelques organisations avec lesquelles on travaille, euh, il y en a très peu qui sont reconnues par l'État ou qui sont financées par l'État. Ce sont des organisations qui vont chercher de peine et de misère du financement autonome, qui s'arrangent avec des propriétaires d'immeubles pour avoir des locaux, mais ils n'ont pas de financement récurrent de l'État. Et on reconnaît mal le travail qu'ils font. Alors, une année, on nous a soumis l'idée de faire un sondage avec les différents travailleurs sociaux des différentes organisations avec lesquelles nous travaillons, auprès notamment des adolescents. Parce qu'on prend plus facilement en soin des enfants. Il y a des allocations qui sont données pour les enfants, mais quand on arrive à l'adolescence, c'est plus difficile d'avoir de l'aide. Alors, on a fait un grand sondage. J'ai eu 1000 interviews de réalisées dans différents quartiers de la ville où on a fait, on a mesuré la réalité de ces jeunes-là d'une manière quantitative, mais aussi qualitative en donnant des exemples de leur journée, de leur type de vie. Et il y a un rapport qui a été produit à ça, qu'on a profité d'une visite où j'étais là pour remettre officiellement ce rapport-là au ministère de la Famille pour qu'il soit plus avisé du travail qu'on fait là-bas, mais aussi que les organisations mongoles font sur place. Et, euh, et ça a donné de la reconnaissance aux organisations qu'on soutient. Ils étaient très fiers. Elles étaient toutes là le jour où on a présenté ça au ministère. Et malheureusement, j'aimerais ça dire que ça a donné des retombées, là. Ça va prendre du temps, puis ça va prendre encore quelques coups d'éclat pour faire ça, mais c'est le genre d'activité qu'on fait pour mieux mesurer l'impact sur les enfants, sur les jeunes. On vient aussi de terminer une étude d'impact euh, pour chacune des organisations qu'on soutient, qui a été menée par un groupe identifié, de personnes identifiées parmi les organisations qu'on soutient déjà. Elles ont donc mené cette évaluation-là pour toutes les organisations qu'on soutient depuis plus de 5 ans. Et puis là, ça nous donne un portrait un peu plus grand, un peu plus juste du travail qui est fait. Et ça permet à nos organisations de se côtoyer entre elles, parce que ça aussi, on encourage ça beaucoup au Québec, on provoque ça. Puis on a pris cette tangente-là aussi pour la Mongolie parce qu'on trouve que ça donne des bons résultats, puis ça permet aux organisations qui, par ailleurs, pourraient se sentir parfois isolées de trouver du soutien dans le réseau des organisations soutenues par notre fondation. Et ça, c'est très apprécié et ça permet des bons échanges. Par exemple, je parlais tantôt des camps d'été. Mais chacune des organisations qu'on soutient en Mongolie peut identifier des jeunes pour les envoyer au camp d'été qu'on soutient, de sorte qu'ils peuvent bénéficier d'une certaine façon, indirectement, de la tenue de ce camp d'été-là qu'on finance. Je pense qu'il faut comprendre qu'une relation à l'international comme ça prend du temps.
Il faut être patient, avoir un bon capital de patience. Euh, je pense qu'il faut faire des mises au point fréquentes. Euh, il faut, je trouvais ça très important aussi d'inviter notre coordonnatrice à venir au Québec puis voir le travail qui se faisait ici pour qu'elle comprenne mieux parfois nos interventions ou nos questionnements ou les orientations qu'on pourrait vouloir lui transmettre. Euh, Ça prend donc beaucoup de dialogue, la confiance aussi. Parfois, il faut accepter aussi que peut se faire différemment de chez nous. Les ressources sont différentes, les communautés sont différentes, la culture est différente. Alors, il faut avoir cette ouverture-là aussi, tout en restant, je dirais, quand même aligné sur nos valeurs, sur qu'est-ce qu'exactement on essaie d'atteindre comme résultat et, euh, et le maillage ou le tissage de, des organisations entre elles. Je pense que c'est quelque chose qui nous aide aussi au fil du temps à ce que ça soit mieux perçu quand on intervient parce que la, je dirais, les différentes facettes sont, sont perçues par différentes personnes, mais une fois partagées, mais prennent plus de sens.